Allô, salam alaikum. Vous voyez la présentation, s'il vous plaît? D'accord. Alors, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, d'accord? Un nouveau chapitre sur les réseaux locaux, d'accord? On va commencer par cette première partie dans laquelle on va entamer uniquement les parties théoriques, d'accord? Et après la deuxième partie, on va entamer, c'est-à-dire quelques donc les protocoles qui permettent de résoudre quelques problèmes au niveau LAN. Pardon, j'ai un petit souci. C'est bon, d'accord? Donc on commence par le LAN. De temps en temps, si vous avez des questions, vous pouvez c'est-à-dire m'arrêter et poser vos questions. Je vais aller rapidement parce que c'est partie théorique et je suppose que la majorité ont déjà donc des notions sur le réseau LAN. D'accord? Donc, caractéristiques d'un réseau LAN. Un LAN pour dire Local Area Network. Donc, il y en a un débit bien sûr très élevé. Voilà. Euh, voilà, plusieurs mégas, disons, des gigas, etc. Donc, aussi, parmi les caractéristiques d'un réseau LAN, c'est un réseau déployé dans une zone géographique limitée. Hein, quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres. Donc, tout dépend de support physique utilisé. Si vous utilisez donc Ethernet, c'est quelques mètres. Si vous utilisez la fibre optique, on peut aller jusqu'à euh, quelques mètres, quelques kilomètres, pardon. D'accord. Concernant, donc, quand on dit le, le réseau local area network, bien le réseau LAN, il fonctionne uniquement sur deux couches. La couche physique, bien sûr, et la couche data network. Dans ces deux couches, il y a deux normes qui fonctionnent. La norme 802.2 et la norme 802.3. D'accord, c'est la norme Ethernet. D'accord. Euh, Au niveau de la couche liaison, il y a deux sous-couches vraiment importantes, hein, différentes. Vous devez bien sûr les noter. La première sous-couche, c'est la sous-couche LLC, Logical Link Control. D'accord? C'est la norme E3E 802.2. D'accord? Euh, Regardez cette sous-couche. Voilà. Au niveau de cette sous-couche,
ou bien le rôle de cette sous-couche, et justement ajouter quelques informations dans la trame pour identifier les protocoles de la couche réseau utilisés, bien sûr, pour la trame. D'accord? Donc, cette couche de rôle TAHA, d'accord, c'est exactement fournir quelques informations liées à la couche network, voilà, fournir quelques informations liées à la couche network pour que la trame arrive à identifier les protocoles de la couche, c'est-à-dire utilisée par la trame, la couche réseau utilisée par la trame. D'accord. Deuxième sous-couche, c'est la sous-couche MAC, Medium Access Control, voilà, dans laquelle il fonctionne bien sûr la norme 802.3, 802.11, 802.15, selon la technologie. Si on parle de la liaison sans fil, donc il y a une norme. Si on parle de la liaison Ethernet, il y a une autre norme. Si on parle d'autre chose, c'est une autre norme. Vous voyez, donc tout dépend de la technologie utilisée. Est-ce qu'il s'agit d'un réseau filaire Ethernet? Est-ce qu'il s'agit d'un réseau wireless LAN sans fil ou bien un réseau euh, wireless PAN, Wireless Personal Area Network, comme par exemple les RFID, Bluetooth, etc. Tout dépend de la technologie. Et ce que vous utilisez comme technologie, vous allez bien sûr utiliser une norme. D'accord? Et au niveau de cette norme, de cette sous-couche, pardon, cette sous-couche, on peut bien sûr faire l'encapsulation nécessaire de données et contrôler l'accès au médium, bien l'accès au support physique et fournir les adresses de la couche liaison, c'est-à-dire l'adresse MAC et l'adresse source de la trame. Trame LAN, bien sûr, la trame au niveau de LAN, a deux informations, c'est-à-dire la topologie et le support physique, bien sûr, déterminent le protocole de la liaison de données utilisée. Est-ce que vous utilisez une selon la topologie et selon le support physique. Donc, est-ce qu'on parle de, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit d'un réseau sans fil ou bien un réseau wireless PAN, Bluetooth, etc., infrarouge, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'un réseau Ethernet? Donc, selon c'est-à-dire les deux technologies, voilà, la topologie et le support, on va déterminer bien sûr le protocole utilisé. Le format de la trame Ethernet, bien sûr, comme vous savez, toute information au niveau du réseau, il y a une forme, il y a une format à utiliser. Concernant la trame, il y a plusieurs champs. Il y en a le champ préambule, selon la norme 802.3, bien sûr. Il y a le préambule. Préambule permet de faire la synchronisation des horloges entre des trames. D'accord? La synchronisation d'horloge, elle est vraiment importante. Voilà, pour permettre c'est-à-dire de déterminer la trame qui a été transmise au début, voilà, ordonner les trames à la réception, etc. Le deuxième champ, euh, il permet voilà, donc le débit délimiteur de la trame. Donc, il s'agit d'un champ qui permet, voilà, de marquer et valider le début de la trame. Voilà, le début de la trame. D'accord, généralement, quand on parle de la norme 802.3, toujours le 10101011, c'est le début de la trame. D'accord, suivi par l'adresse de destination, l'adresse source, le type de la trame. Est-ce qu'il s'agit bien sûr d'une trame IPv4, IPv6 ou bien une trame ARP, voilà, qui détermine le protocole, c'est-à-dire identifier le protocole utilisé au niveau de la couche réseau. Les données, bien sûr, les données que la trame doit bien sûr
c'est-à-dire transporter. Il y a le dernier champ. Le dernier champ, c'est le champ de FC. FC, c'est-à-dire Frame Control Sequence, une séquence de contrôle de frame qui permet de contrôler, bien sûr, la séquence de frames envoyées pour détecter des éventuelles erreurs. D'accord? Très bien. Bon, je pense qu'il y a un étudiant qui attend. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon pour la trame, pour la forme de la trame. Maintenant, pour les méthodes de contrôle d'accès. D'accord? Les méthodes de contrôle d'accès, il y en a en général deux méthodes d'accès au contrôle. Bon, il y en a le CSMA-CD et le CSMA-CA. On va faire la différence. Bon, mais pour la sous-couche MAC E3O 802.3, voilà, comprend des spécifications de différentes normes, voilà, de communication Ethernet sur différents types de supports, y compris, bien sûr, cette norme, y compris le cuivre et la fibre optique. Voilà. C'est-à-dire la norme, on peut utiliser sur les différents types de supports. Les supports de cuivre, ou bien les supports fibre optique, donc Ethernet ou bien fibre optique. Pour Ethernet, les anciens réseaux Ethernet, voilà, utilisent donc la communication, la topologie en bus. Hein, vous avez rappelé, c'est-à-dire en bus, il n'y aura pas généralement, il n'y aura pas de problème de congestion. Mais de temps en temps, on peut, c'est-à-dire enregistrer quelques congestions. C'est pour ça qu'on peut utiliser la norme CSMA-CIA pour l'ancien Ethernet. D'accord? Parce que utilise un support semi-duplex. Semi-duplex partagé, c'est-à-dire on n'utilise pas la liaison en half duplex, en full duplex. On l'utilise en half duplex, semi-duplex. Semi-duplex, c'est-à-dire on ne peut pas transmettre et recevoir en même temps. Hein? Il n'y a pas le va-et-vient en même temps. Il y a soit la transmission, soit la réception sur la liaison. Donc, si jamais on fait les deux en même temps, il y aura des collisions. C'est pour ça qu'il y a cette technologie qui permet de détection bien sûr, détection d'accès multiple et détection de collision. Quand on dit CD, c'est pour dire collision detection. C'est-à-dire cette norme permet bien cette méthode d'accès permet de détecter les collisions. Qu'est-ce que ça veut dire collision d'abord? Collision, c'est-à-dire quand un utilisateur, bien une machine reçoit deux informations en même temps, bien si peut-être la machine elle est en train de transmettre et en même temps elle a reçu des informations. Donc transmettre et recevoir en même temps égale collision. Qu'est-ce que ça veut dire collision? C'est-à-dire des informations illisibles. Hein, illisibles. Comme si on n'a rien reçu, on n'a rien transmis, donc il faut refaire la procédure. D'accord? Il faut refaire l'opération. D'accord? C'est concernant donc CSMA-CD, voilà. Et donc ces réseaux, les réseaux locaux, bien sûr, actuellement, n'utilisent pas donc le CSMA-CD, d'accord? N'utilisent pas les CSMA-CD parce que il n'y a pas de collision, donc on utilise en full duplex, voilà. Mais faites très attention, toujours en mode de configuration, on peut spécifier le mode de port. Est-ce que la transmission se fait en half ou bien en mode duplex? Surtout quand vous avez un hub dans votre réseau, vous avez des switches, etc. Et en même temps, vous avez un hub.
Vous savez que le hub, il fait le broadcast. Voilà. Généralement, on configure le hub en mode multiplex. C'est-à-dire le port connecté avec le hub, il faut le configurer en mode multiplex parce que le hub, les ports du hub ne sont pas configurables. Et donc, comme je vous ai dit, il y a deux types de contrôle d'accès. Faites-moi une chose, quand on dit contrôle d'accès, parce qu'on a un réseau LAN. Le réseau LAN, il n'y a pas la notion de routage. Il y en a uniquement un support. Vous imaginez qu'il y a plusieurs utilisateurs, et ces utilisateurs communiquent entre eux. Pour faire cette communication, il nous faut un support physique. Le support physique, ça peut être un câble, ça peut être une liaison sans fil, voilà. Et dans ce cas, il faut gérer l'accès à ce support. S'il y a un accès concurrent, c'est-à-dire plusieurs demandent l'accès en même temps, il faut gérer cet accès. C'est ça, parce que ces deux méthodes d'accès permettent de gérer ce contrôle, cet accès, pardon, permet de contrôler cet accès au support. D'accord? Donc, il y a la méthode CSMACA qu'on a expliquée, qui a été utilisée par, généralement dans les réseaux Ethernet basés sur la topologie bus. Voilà, il faut souligner ça. Donc, CSMACD est utilisé sur les anciens réseaux Ethernet dans la topologie bus, en bus. D'accord? Maintenant, pour la deuxième méthode CSMACA, regardez, elle est utilisée généralement pour les réseaux wireless LAN. Wireless LAN pour les réseaux Wi-Fi, par exemple, pour les réseaux sans fil, local, bien sûr. SIA pour dire collision avoidance. Avoidance pour dire évitement de collision. C'est-à-dire, cette méthode permet d'éviter les collisions parce que seulement il y a des collisions, parce que tous les utilisateurs voisins partagent le même support sans fil, un accès conquérant. D'accord? Donc, il faut une méthode qui permet d'organiser cet accès. Il faut bien sûr assurer, si je veux envoyer, voilà, je dois assurer que les autres utilisateurs, voilà, il n'y a pas une transmission en cours. Voilà. Et s'il y a une transmission en cours, je dois bien sûr connaître quand est-ce que, bien sûr, cette transmission se termine. Voilà. Donc, la durée de transmission des autres utilisateurs. Donc, c'est un accès contrôlé. Donc, avec ces méthodes, on peut contrôler les accès. Donc, il y en a aussi donc, un accès avec gestion des conflits. Voilà, CSMACD, CSMACA. Un accès contrôlé, donc c'est un accès déterministe où chaque nœud euh, a son propre temps sur le support. Voilà, peut-être tour de rôle. Il commence le premier, un duo par exemple 60 secondes, le deuxième 60 secondes, que ce soit il a des transmissions ou bien il n'a pas de transmission, des données à transmettre. L'essentiel est là ce temps, s'il n'y a pas de transmission, c'est-à-dire un temps perdu. Voilà. On peut aussi utiliser généralement sur c'est-à-dire l'accès contrôlé, on peut l'utiliser sur les anciens réseaux tels que les Packer Ring et RCnet. Voilà, c'est les anciens. Déjà, je vous ai expliqué une fois le Packer Ring. Hein, toujours, il utilise un ring, une topologie ring, hein, un cercle, c'est un cercle. Voilà, donc tour de rôle. Quand un œuvre envoyé, il doit bien sûr attendre donc l'arrivée de paquet. Il y a un paquet qui circule, un paquet header qui circule en permanence. Quand je reçois le paquet, je peux, c'est-à-dire mettre mes données sur ce paquet et spécifier l'adresse de destination et ainsi de suite. C'est-à-dire comme c'est un bus qui roule sans arrêt, qui tourne sans arrêt, et quand le bus arrive à mon niveau, je peux bien sûr lui donner mes données et spécifier le destinataire, bien la destination, et quand le bus arrive à la destination, voilà, il y aura d'autres exécutions, d'autres modifications. D'accord?
Concernant le CSMACD, CSMACD, donc, un résumé sur cette technologie, donc, utilise les anciens réseaux locaux, fonctionne en mode semi-duplex. Voilà. Alors, regardez que ça veut dire semi-duplex, c'est half duplex. Donc, un seul appareil envoie ou reçoit à la fois. Le processus d'accès multiple avec écoute du porteuse. Quand on dit porteuse, c'est-à-dire le support et détection de collision, c'est ça le CSMACA. D'accord, c'est ça le CSMACA. Voilà, pour détecter à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit bien sûr se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données en même temps. Voilà comment donc le processus de détection des collisions pour cette méthode CSMACD. Les périphériques qui transmettent simultanément, donc bien sûr, vont générer une collision de signal sur le secteur partagé, donc vont générer des bruits et des informations illisibles. Les périphériques, bien sûr, détectent la collision grâce à cette méthode. Et chaque périphérique qui transmet des données, voilà, tient compte le temps dont il a besoin pour la retransmission de ces données. C'est-à-dire quand la collision est détectée, les, les, les périphériques concernés par la transmission, bien sûr, doivent retransmettre ces données et dans la transmission des données doivent inclure la durée de transmission de ces données, voilà, pour que les autres, parce que les autres vont intercepter ces informations et pour que les autres sachent qu'il y a une transmission et voilà la durée de cette transmission pour programmer leur transmission bien sûr après. Pour la CSMACA, utilisée pour les réseaux wireless LAN, comme le Wi-Fi et les autres réseaux sans fil locaux, voilà, fonctionne aussi en mode semi-duplex où un seul appareil, bien sûr, envoie et reçoit à la fois. Le processus CSMACA, voilà, pour dire accès multiple avec écoute de porteuse et prévention des collisions, c'est ça le CSMACA. D'accord? Voilà, pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit bien sûr se produire la même chose lorsque plusieurs périphériques envoient des données en même temps. Concernant le processus qui permet de prévenir, pas prévenir, d'éviter les collisions, c'est lorsque la transmission, les périphériques incluent bien sûr également la durée nécessaire pour la transmission. C'est-à-dire dans chaque trame envoyée, il y a un champ qui mentionne la durée de la trame. Bien sûr, les autres périphériques renseignent ces informations et doivent attendre. Et avant d'envoyer, il faut écouter le canal. D'accord? Il faut écouter le canal. Si le canal est libre, il faut attendre un délai aléatoire et commence la transmission. C'est ça donc comment il fonctionne le CSMACA. Et avant d'envoyer les trames de données, il faut envoyer d'autres trames de contrôle. Les trames de contrôle permettent de vérifier si la destination est connectée et informer les autres voisins qu'il y aura une transmission entre, bien sûr, ces deux périphériques. Concernant le commutateur, parce qu'on est en train de présenter des informations, bien des notions de réseaux locaux, le commutateur, c'est le périphérique qui représente la couche 2. Donc, c'est un équipement Ethernet de la couche 2, utilise uniquement les adresses MAC. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire la notion de, il n'y a pas un mécanisme qui lui permette de lire l'entête IP. D'accord? Donc, il y a uniquement ce qu'on appelle la table
d'adressage, bien l'adresse MAC, la table MAC. Le commutateur, à chaque fois, quand il veut, bien sûr, transmettre une trame, il doit consulter sa table MAC pour décider. D'accord? Généralement, lorsqu'un commutateur est activé, sa table MAC est vide. C'est-à-dire le remplissage de la table MAC se fait c'est-à-dire après le démarrage de, bien sûr, le fonctionnement du réseau. Comment le commutateur arrive à remplir sa table MAC? Bien sûr, en général, la table, elle est vide au début. Et quand le commutateur reçoit une trame, il y en a plusieurs, bien sûr, types de trames. La trame, ça peut être du type multicast, euh, unicast, ou bien broadcast. D'accord? Donc, s'il s'agit d'une trame unicast, c'est-à-dire envoyée à une destination bien précise, qu'est-ce qu'il va faire le commutateur? Le commutateur va consulter sa table de MAC. La table MAC, pour le moment, elle est vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Malgré que c'est unicast, mais il va faire une division. Il va diffuser la trame à tous les ports, sauf le port voilà, sur lequel il a reçu la trame. Donc, il va bien sûr créer une ligne dans sa table MAC dans laquelle il va enregistrer l'adresse MAC source voilà, et le port correspondant à cette MAC, bien à ce périphérique. D'accord? Donc, il examine l'adresse MAC source et le numéro du port par lequel la trame est reçue. Si la MAC source n'existe pas, elle va être ajoutée dans la table. Voilà. Et en parallèle, on va ajouter une deuxième colonne, le numéro de port. Le numéro de port X est lié à cette adresse MAC. Si l'adresse MAC source existe, le commutateur réinitialise le commutateur le compteur de cette entrée. Parce que normalement, la réinitialisation suffit périodiquement de la table MAC. D'accord? Donc, il y a une initialisation, c'est-à-dire si on a enregistré une ligne dans la table MAC, la ligne A reste dans la table MAC pendant une durée, par exemple de 5 minutes. Mais à chaque fois quand on reçoit une trame envoyée par la machine concernée, par bien sûr cette ligne, bien sûr, voilà, on va réinitialiser le compteur. D'accord? Supposons on a reçu la première fois une trame envoyée par la machine X, on a enregistré l'adresse MAC et le port dans la table de MAC de switch, et après, on n'a rien reçu pendant 4 minutes. 4 minutes. À la quatrième minute, on a reçu la deuxième trame envoyée par cette machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier l'adresse source. On va trouver que l'adresse source existe, mais sur le même port, bien sûr. Mais on va initialiser le compteur. C'est-à-dire, on commence à zéro. La période commence à zéro. La période d'initialisation de cette ligne, voilà, commence à zéro. D'accord? Au lieu, normalement, il reste une minute, mais non. Après la réception de cette deuxième trame, voilà, on va initialiser le compteur et il reste 5 minutes au lieu de 1 minute. Si l'adresse MAC, regardez cette remarque, si l'adresse MAC source existe dans la table, mais sur un port différent, voilà, le commutateur la traite comme une nouvelle entrée. Voilà. Et l'ancienne entrée est alors remplacée par
la même adresse MAC associée au numéro de port actuel. C'est-à-dire, il y aura une mise à jour. Voilà. Peut-être il y a un déplacement. Hein. Peut-être voilà, le port a été changé physiquement, le câble. Voilà. Maintenant, concernant l'adresse MAC de destination, sûrement, quand le switch reçoit une trame, il va vérifier l'adresse MAC de destination. Comme je vous ai dit, c'est les monodiffusions, c'est-à-dire unicast, c'est-à-dire la source, la machine qui a envoyé la trame a spécifié, bien sûr, la destination. Bien sûr, si le commutateur, bien sûr, va rechercher l'adresse de destination correspond à cette adresse spécifique dans la trame, voilà. Donc, si il trouve que l'adresse MAC de destination de la trame se trouve dans la table MAC, donc la trame sera envoyée directement vers le port spécifique. Si l'adresse MAC de destination ne se trouve pas dans la table MAC de commutateur, le commutateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Va transmettre la trame sur tous les ports, sauf celui d'entrée, sauf celui, bien sûr, le port sur lequel on a reçu la trame. Il va faire une diffusion au lieu de monodiffusion. D'accord? Ce qu'on appelle monodiffusion inconnue. Unicast inconnu. Unicast inconnu égale multicast. Si l'adresse MAC de destination est une adresse de diffusion ou multidiffusion, c'est-à-dire si la trame reçue, ou bien dans la trame reçue, l'adresse de destination spécifiée, c'est une adresse de diffusion, multicast ou bien multicast. Hein, broadcast ou multicast. Dans ce cas, la trame, bien sûr, envoyée à tous les ports, à l'exception du port d'entrée. D'accord? Parce que au début, l'utilisateur qui a envoyé la trame, ou bien l'information, a spécifié que cette information sera envoyée à tout le monde. Tout le monde, donc, c'est une diffusion. Ou bien multidiffusion, c'est-à-dire à un ensemble des utilisateurs. Voilà. Concernant les types Ethernet, il y en a plusieurs. On parle physiquement, hein, on parle de support physique Ethernet. Il y en a plusieurs types. Regardez, plusieurs types. Et chaque type a ses caractéristiques. D'accord? Le type de câble, la bande passante, est-ce qu'elle est bidirectionnelle ou unidirectionnelle, la distance maximale supportée, etc. Regardez, quand vous trouvez un câble Ethernet D base 5, c'est-à-dire il supporte maximum 10 mégas. C'est un câble coaxial Ethernet. Quand on dit bidirectionnel, c'est-à-dire non simultané, c'est-à-dire half duplex. Non simultané, c'est-à-dire half duplex. On ne peut pas exploiter le câble, c'est-à-dire dans les deux sens, soit transmission, soit réception. La distance max, c'est 500 mètres. Il y en a aussi le câble qu'on utilise souvent, c'est le 1000 bases T, 1 giga. Voilà, 1 giga. C'est la catégorie, cinquième catégorie, donc UTP. Voilà, c'est un câble full duplex, maximum 100 mètres. Maximum 100 mètres. Et on a des câbles fibre optique, par exemple. Par exemple, 10 giga base, LX4, c'est 10 giga. Fibre monomode, hein, le type de câble monomode. L'utilisation, c'est réception et réception, c'est-à-dire full duplex, maximum 10 km. Voilà. De toute façon, vous aurez ce tableau et vous aurez ces informations. Voilà pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? C'est une partie théorique. Maintenant, on va continuer
sur la partie, c'est-à-dire fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de entamer cette partie? Non. Tout va bien? Voilà, donc dans cette partie, on va parler de protocole STP et Etherchannel. D'accord? On va parler du protocole STP et Etherchannel. Avant de vous parler de STP et Etherchannel, d'abord, je vous donne quelques informations générales pour comprendre le but, voilà, du protocole STP et le mode Etherchannel. Donc, je commence par le Etherchannel. Etherchannel, généralement, c'est par exemple, vous avez toujours en local, hein, toujours en local. Par exemple, vous avez au niveau de votre réseau local deux switches. Deux switches et selon la topologie que vous avez utilisée, les deux switches doivent être raccordés, connectés directement. Et selon ce que vous avez étudié, pourquoi les deux doivent être raccordés directement? Parce que à cause de la redondance, c'est-à-dire vous avez des machines connectées sur le premier switch ou des serveurs par exemple de préférence, et les mêmes serveurs ou bien les serveurs redondants sont connectés sur le deuxième switch, en plus d'autres machines connectées uniquement sur le premier et d'autres machines connectées uniquement sur le deuxième. Les deux switches, bien chaque switch, vous devez le connecter à un routeur pour avoir la passerelle. D'accord? Donc le trafic qui arrive au premier routeur, au premier switch, passe au routeur via la liaison directe entre le routeur et le premier switch. Et le trafic qui arrive au deuxième switch, bien sûr, passe par la liaison reliant, bien sûr, ce switch directement avec le routeur. C'est comme s'il y a un trafic qui passe entre le premier switch et le routeur, il y a un trafic qui passe entre le deuxième switch et le routeur. Supposons, pour éviter la situation suivante, c'est une liaison entre le routeur et l'un des switches tombe, le trafic supporté par le deuxième switch doit aussi passer par l'autre switch, par le deuxième switch. Si la première liaison reliant le routeur et le premier switch déconnecté, le trafic supporté par le premier switch doit passer par le deuxième switch, c'est-à-dire la liaison qui relie les deux switches. Et donc, la liaison qui relie les deux switches doit supporter la totalité du trafic. La totalité de trafic. Et supposons que vous avez utilisé un seul câble, donc un seul port entre les deux switches. Le port, par exemple, a 10 mégas et le trafic peut, par exemple, aller jusqu'à 1 giga. Maintenant, il faut augmenter la capacité de cette liaison. C'est pour ça qu'on va utiliser le Etherchannel. Qu'est-ce que ça veut dire le Etherchannel? C'est-à-dire, au lieu d'utiliser une seule liaison, un seul câble physique entre deux switches, on peut utiliser plusieurs câbles, donc plusieurs ports, par exemple, trois ports. Premier câble, le deuxième câble, le troisième câble. Mais il ne faut pas laisser ils fonctionnent séparément. Il faut les regrouper. Il faut les regrouper en un seul port logique, en une seule liaison logique. C'est-à-dire, après, on aura une liaison avec la somme des trois capacités. 100, 100, 100, on aura 300 par exemple. J'ai 1 méga. D'accord? Mais il faut les regrouper en une seule liaison Etherchannel. C'est ça le Etherchannel. Pour le STP, c'est pour
Donc, éviter généralement les boucles locales. D'accord? On va expliquer après. Voilà, ou bien éviter bien sûr voilà, quand un paquet reste, tourne à l'infini au niveau du réseau. Voilà. Donc, il faut le STP. Voilà, on aura des schémas après, je vais vous expliquer. Donc, la redondance des schémas assure, vous avez le- le- comment dirais-je, donc, pourquoi le STP Repeated Channel, c'est pour la redondance. Pourquoi la redondance? C'est pour la fiabilité en cas de panne partielle du réseau, pour équilibrer la charge, pour augmenter la bande passante. D'accord? Mais la redondance des chemins dans un réseau Ethernet peut produire bien sûr des boucles de la couche liaison. Voilà. Et la boucle, bien sûr, a des inconvénients. Quand vous aurez une boucle au niveau local, voilà, vous pouvez bien sûr rapidement saturer une liaison, ce qu'on appelle tempête de diffusion. Vous pouvez avoir bien sûr une utilisation élevée du processeur de commutateur. Vous pouvez avoir une stabilité de la table MAC. D'accord? Et tous ces problèmes, bien sûr, vont influencer le bon fonctionnement voilà, regardez pourquoi le- donc, des fois on utilise ce genre de topologie. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez cette topologie. Il y a trois switches, un, deux, trois. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer. Donc, il y en a une liaison trunk entre les switches. Trunk 1, trunk 2, trunk 3. Voilà, entre les switches. Voilà. C'est un besoin. Hein. C'est un besoin qu'on a, bien sûr, qui a été exigé l'installation de cette topologie. Si cette machine PC1 veut envoyer, par exemple, une information, donc c'est une trame qui va être envoyée du PC1 vers le deuxième switch. Voilà. Qu'est-ce que ça va se passer quand le switch reçoit cette trame? Quand le switch reçoit cette trame, le switch 2, bien sûr, reçoit cette trame, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer dans sa table MAC une ligne qui contient l'adresse MAC de PC1 et le port 11. D'accord? Donc, dans la table, la première colonne adresse MAC, c'est l'adresse MAC du PC1. La deuxième colonne, le numéro de port, c'est le port FAST 0/11. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment, sa table, elle est vide. Il va faire une diffusion. Regardez. Donc, il va envoyer cette trame à tous les ports, sauf le port sur lequel, ou bien par lequel il a reçu cette trame. D'accord? C'est toutes ces informations servent bien sûr à remplir la table MAC. Table MAC que ce soit des switches ou bien des PC. Voilà. Et donc, pardon, quand les switches 1 et 3, le switch 1, voilà, le switch 3, celui-là, qu'est-ce qu'ils vont faire après la réception de cette trame? Ils vont faire la même chose. Ils vont bien sûr mettre à jour leur table MAC avec les informations du PC1. D'accord? Avec les informations du PC1. Toujours, PC1, c'est le port 2 pour le switch 3. PC1 pour l'adresse MAC du PC1 pour le switch 1, c'est le port Fast Ethernet 01. Bien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont retransmettre la même trame sur les autres ports, switch 1 et switch 2. Switch 1 et switch 2 vont retransmettre la même trame sur les autres ports, sauf le port voilà, sur lequel ils ont reçu la trame. D'accord? Donc, ce port et ce port pour le PC1
et uniquement ce port pour le switch 3. D'accord. Regardez, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc, switch 1 et switch 3 vont recevoir la même trame, mais sur un nouveau port. Au début, pour le switch 1, il a reçu la trame envoyée par PC1 sur le port Fast Ethernet. Et après, à un moment donné, il a reçu la même trame sur le port Fast 02. Voilà. Il va aussi mettre à jour la table de Mac. La table Mac. D'accord? Et parce que c'est une nouvelle trame reçue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rediffuser, voilà, sur les autres ports. Voilà, regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont renvoyer la même trame vers PC 4, le switch 1 bien sûr, et vers le port 1, c'est-à-dire vers le switch 2. Et le switch 3 aussi doit retransmettre la trame vers le switch 2 en utilisant le port Fast Ethernet 02. Donc S1 et S3 vont diffuser la même trame sur tous les autres ports, sauf le port voilà, sur lequel ils ont reçu la trame, c'est-à-dire sauf Fast Ethernet 0 pour S1 et Fast Ethernet 1 pour S3. Maintenant, le S2 va recevoir voilà, la même trame, voilà, la trame du PC1, voilà, envoyée sur le port 1 et sur le port 2. Voilà. Il va aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va mettre à jour sa table de routage. Voilà, sa table de routage avec la trame, voilà, port sur lequel il a reçu la trame de diffusion. S2, S2 maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la première opération. Il va rediffuser la trame vers les autres ports, sauf le port sur lequel il a reçu. C'est-à-dire, il va redémarrer le cycle. Hein. Donc, le cycle de retransmission ou bien d'acheminement de la trame redémarre à zéro. Vous voyez, donc la boucle, voilà, c'est une boucle infinie qui consomme les ressources des équipements, des switches et sature les liaisons. C'est pour ça qu'il y en a on a proposé le protocole STP. STP qui permet donc, de, d'éviter ce genre de boucle. D'accord? D'éviter ce genre de boucle. Voilà, c'est le protocole STP. C'est un protocole proposé donc, en 1985. En 1985 exactement, dans cette référence, donc un algorithm for distribution and computation of spanning tree. Donc c'est un protocole spanning tree in extended line. Le STP c'est pour dire spanning tree protocol. STP. Voilà, donc ce protocole va nous permettre d'éviter les boucles. D'accord? Comment il fonctionne? Comment il fonctionne ce protocole? Vous avez par exemple cette topologie. Au niveau de cette topologie qui relie plusieurs switches, on va désigner un seul switch root. D'accord? Un seul switch root. Voilà. Ou bien le port root. D'accord? C'est-à-dire un seul switch root. Voilà. Et après la désignation de ce switch, voilà, les autres switches vont garder un seul chemin, c'est le meilleur chemin en termes de coût, c'est-à-dire la bande passante,
le nombre de sauts, etc., vers cette racine. D'accord? Vers cette racine. Par exemple, le S, le switch 7, S7, va garder ce chemin. Voilà. Il y a un seul chemin, bien sûr, avec le 8. Après le 8, il y a deux possibilités. Il va utiliser ce chemin. Le 5, il y a trois possibilités. 1, 2, 3. Donc, il garde uniquement ce chemin directement vers le S1. Par exemple, S4, il y a deux possibilités pour arriver à la racine. Il y a ce chemin et ce chemin. Donc, il a choisi ce chemin, selon bien sûr le coût. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Donc, pour les autres liaisons non utilisées, le STP va les bloquer. Regardez, c'est des ports bloqués. D'accord? C'est des ports bloqués. Bloqués, on ne va pas les fermer. Non, c'est des ports no shutdown, ouverts. Voilà. Mais vis-à-vis le protocole STP, c'est des ports blocked port. D'accord? C'est des ports bloqués, c'est-à-dire le trafic ne passe pas par ces ports bloqués. D'accord? C'est pour, bien sûr, éviter, comme je vous ai dit, les boucles. Voilà, c'est des chemins redondants, donc on va les bloquer. On va les bloquer, mais si jamais on aura besoin de ces chemins, il faut les débloquer. Et donc, chaque switch a un seul chemin vers la racine, ou bien le port racine, hein, le port racine. D'accord? Route, vers la route. D'accord? Route, hein, route, c'est R-O-O-T. D'accord? Porte-route, hein, il y en a un seul porte-route. Voilà, un seul chemin vers le porte-route. Le porte-route, c'est le déport, voilà, qui mène vers la racine. C'est bien sûr, par exemple, euh, celui-là, la support a été après désigné comme meilleur chemin. Maintenant, si cette liaison tombe, voilà, le STP va débloquer ce port pour choisir ce chemin. Pour choisir ce chemin. D'accord? Donc, le protocole STP évite les boucles, voilà, évite la reproduction des, la production des ports au niveau de réseaux locaux. Voilà. Les commutateurs qui exécutent le protocole STP sont capables, bien sûr, d'assurer la continuité des communications en cas de panne, en débloquant, bien sûr, dynamiquement les ports préalablement bloqués. D'accord? Le spanning tree, il existe par VLAN. D'accord? C'est la notion de spanning tree et on peut les utiliser, mais par VLAN. Ce qu'on appelle maintenant, c'est le PVST. Spanning tree par VLAN, c'est per VLAN spanning tree. Et pour chaque VLAN, on peut définir un spanning tree. Et ça va nous permettre ça va nous permettre, ça va nous permettre de faire un partage de charges selon le besoin. Par exemple, si on a plusieurs chemins vers comment dirais-je, le route port, donc on peut, par exemple, acheminer le trafic de VLAN 1 en utilisant, par exemple, un switch, une liaison, et le trafic de VLAN 2 en utilisant la deuxième liaison redondante. C'est-à-dire, vous avez deux liaisons. La première liaison, elle est bloquée pour le deuxième LAN, et la deuxième liaison, elle est bloquée pour le premier LAN. Mais en cas de, bien sûr, de problème, la liaison va supporter les deux, bien sûr.
Donc, le PVST, c'est quoi? C'est une instance de STP mis par VLAN. Maintenant, pour le Ether Channel, d'accord? Pour le Ether Channel, regardez, comme je vous ai expliqué au début, parce que vous avez une capacité de trafic ici, une capacité de trafic ici, et la liaison entre les deux switches, une seule liaison ne supporte pas la totalité du trafic. Donc, vous devez utiliser d'autres, vous devez utiliser vous devez ajouter d'autres liaisons, regardez, mais il faut les regrouper en une seule liaison logique. D'accord? Plusieurs liaisons, il faut les regrouper en une seule liaison, ce qu'on appelle le Ether Channel. Le Ether Channel, c'est des liaisons virtuelles, logiques. Regardez, généralement, Ether Channel fournit, bien sûr, on peut regrouper en duplex jusqu'à 800 mégas. C'est-à-dire, on peut regrouper 8 câbles de 100 mégas. On peut regrouper aussi 8 câbles de 1 giga, donc 8 gigas. D'accord? Quand, bien sûr, plusieurs Ether Channel existent entre les deux, les mêmes switches, par exemple, le premier groupe qui relie ce switch avec un deuxième switch, et le deuxième groupe qui relie ce switch avec le même switch. Donc, il faut bien sûr activer le STP entre les deux pour bloquer un et laisser un ouvert pour éviter la boucle. Parce qu'en Ether Channel, il n'y aura pas le boucle. Et quand vous avez plusieurs Ether Channel entre les mêmes switches, les Ether Channel différents, on peut les considérer comme c'est des liaisons redondantes. Et bien sûr, il nous faut le STP pour bloquer, pour éviter les boucles. Bon, quand vous voulez créer une liaison Ether-Channel, pas forcément les ports doivent être contigus, les ports physiques utilisés. Vous pouvez utiliser Fast Ethernet 0, après 3, après 5, après 7, et vous pouvez les regrouper en une seule liaison Ether-Channel. Mais de préférence, toujours, dans les déploiements des liaisons, de préférence, les utiliser d'une manière contigue. Mais pas forcément. D'accord? Il faut configurer les interfaces pour qu'ils supportent la même vitesse. Si vous avez 100 mégas et 1 giga, donc faites très attention. Il faut réduire le 1 giga à 100 giga, à 100 mégas. Voilà. Et il faut utiliser tous les ports qui forment le Ether Channel en même mode, duplex, que ce soit full duplex ou bien half duplex. Et en plus, les interfaces qui forment le même Ether Channel doivent être configurées et supporter les mêmes VLAN. Il s'agit d'un access, donc c'est le VLAN, le même VLAN. Il s'agit d'un trunk, donc il faut supporter les mêmes VLAN. Voilà, en mode trunk. Pour la configuration, euh, comment configurer un Ether Channel, par exemple. Vous avez deux phases Ethernet, la phase 0.1 et la phase 0.2. Vous voulez les regrouper en une seule liaison logique. Vous utilisez cette commande, interface range fast Ethernet de 1 à d'accord. Pardon. Pardon. Alors, pour la configuration, vous voulez mettre deux interfaces en une seule liaison Ether Channel. Vous pouvez utiliser cette commande Ether Channel Range Fast Ethernet
de A à 2, c'est-à-dire la phase Ethernet 1 et la phase Ethernet 2. Si on met 3, c'est-à-dire trois interfaces, entrée, et après, vous devez spécifier le numéro de Ether Channel, Channel Group 1, c'est-à-dire le Ether Channel 1, mode on pour l'activer, et exit. C'est comme maintenant, vous avez créé l'interface Port Channel 1. L'interface Port Channel 1 qui regroupe les Fast Ethernet, les interfaces Fast Ethernet 1 et 2. Et après, vous rentrez dans cette interface logique et configurer le mode de fonctionnement de cette interface. Est-ce qu'en mode access ou bien en mode trunk? Et vous pouvez après spécifier les VLAN. Bon, pour cette première commande, vous pouvez ne pas utiliser cette commande. Vous pouvez par exemple rentrer dans les interfaces un par un, Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, Fast Ethernet 3. Et à chaque fois quand vous rentrez, vous pouvez spécifier le channel groupe 1, le même channel groupe. Et dans ce cas, c'est-à-dire toutes les interfaces vont former le même Ether channel. Mais pour éviter de répéter la même chose avec toutes les interfaces, vous pouvez utiliser cette première commande, range. D'accord? Range, interface, range. Si vous supprimez range, il faut spécifier un seul numéro ici, c'est-à-dire une seule interface. Il faut faire interface par interface. Mais quand vous faites range, c'est-à-dire vous pouvez spécifier range. Voilà, de 1 à 3, de 1 à 5. Voilà, et après une seule commande qui va vous permettre d'ajouter les interfaces spécifiques dans dans ce range, voilà, et vont former le même interface Ether Channel logique. D'accord? Bon, c'est bon, on a terminé cette partie. J'étais un peu, c'est-à-dire vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut revenir à ça dans le Tipeee. On va faire des Tipeee sur on va essayer ce mardi peut-être terminer il nous reste une petite partie liée au reportage au SPF. Et après, on peut commencer le Tipeee lié à ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Donc, si tout va bien, donc on se verra le mardi à quelle heure? À 8h30 pour le Tipeee. Très bien. Donc, mardi à 8h30 pour le Tipeee. Ok, bon courage et ça Merci.